Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est consacré à la création d'un site web, ou du moins comment un site web est mis en place, puisque nous n'allons pas vraiment créer un site web en entier, du moins pas dans cette formation. Prochainement peut-être que on pourra, mais là principalement nous allons voir comment mettre en place un environnement de développement pour se créer un site web sur son PC chez soi. Ensuite on verra comment y placer certaines données dessus, de sorte à ce qu'il y ait quelque chose qu'on puisse visualiser. Après nous verrons un petit peu quelques petites notions sur le réseau pour voir comment depuis un autre PC on puisse accéder à ce site web que l'on a créé chez soi sur son ordinateur. Enfin, nous verrons encore une notion un peu plus haute, comment accéder au site web de notre ordinateur depuis Internet. Enfin, nous verrons comment acheter un nom de domaine sur Internet. Et nous verrons aussi comment transférer nos fichiers de notre site web, comme on dira local, celui qui se trouve sur notre PC, vers le site web distant, celui qu'on aura pris chez notre hébergeur, donc qui se trouvera sur Internet. Donc tous ces petits points vont prendre quand même un certain temps à être détaillés, surtout que parfois je vous ferai voir plusieurs choses possibles. Donc je ne sais pas en combien de parties exactement cela va être fait. Principalement celle-ci, je dirais qu'elle va beaucoup concerner ce qui est la mise en place de son environnement. Dans la prochaine, on verra comment mettre des choses dans cet environnement, comment le configurer. Puis après, on verra des trucs un peu plus au-dessus. Donc c'est parti. Alors actuellement, mon système, c'est un Windows 7. Donc peu importe la version que vous avez, ou même si vous êtes sur XP ou un Windows 8, ça changera pas beaucoup de choses. Alors, pour pouvoir bien comment dire, se mettre en place, pour avoir des outils, on va dire, presque nécessaires, qui vont pas nécessairement comprendre ce qui est tout ce côté serveur web et tout ça, mais c'est plutôt ce qui va nous servir pratiquement tout le temps. Donc pour avoir à peu près les mêmes outils et avoir les configurations minimum de votre PC, on va procéder à une petite phase de préparation, comme je dirais de prérequis. Donc vous ouvrez votre navigateur internet. Voilà, dans votre moteur de recherche préféré, votre navigateur préféré, vous tapez NINITE. N-I-N-I-T-E. Vous prenez le premier lien que Google vous propose, ninite.com. Alors ici, je vais enlever la petite barre. Ici, tout ce qu'on a à faire, c'est cocher les cases pour les choses qu'on va avoir besoin d'installer. Alors, il faut savoir déjà dans votre système, où normalement vous avez Internet Explorer. Donc moi dans mon système j'ai installé Google Chrome. Si vous ne l'avez pas installé, cochez Google Chrome. Moi je le coche pas parce que je l'ai déjà. Mais cochez-le. Quand on est développeur web, il faut s'assurer d'avoir à peu près tous les navigateurs web
puisque vous allez voir qu'entre chacun des navigateurs, il y a des différences parfois un petit peu flagrantes. Donc comme j'ai déjà Chrome, je ne coche pas. Internet Explorer, c'est pas la peine, de toute façon il ne le propose pas. Je prends Opera et je prends Firefox. Ensuite, bon, dans la messagerie, c'est pas très utile. Au niveau des médias, on n'en a pas besoin dans l'immédiat, donc on prend rien. Donc au niveau des runtime, des moteurs d'exécution, on prend tout. Donc même si vous l'avez déjà, de toute façon, votre système, le programme va détecter que c'est déjà dans votre système. Au mieux, le vôtre, il est à jour et du coup le programme l'ignore. Au mieux, au pire, le vôtre, il est pas à jour et du coup il va le mettre à jour de ce coup-là. Donc au moins on sera tous sur les mêmes versions. Côté image. Alors côté image. Bon, limite on peut peut-être prendre GIMP. On sait jamais. Côté document. Alors bon, je vais prendre le Reader, comme ça mon système aura Reader, mais si vous l'avez déjà, c'est pas trop la peine, sinon vous pouvez faire comme j'ai dit en haut, hein, le cocher, de toute façon si vous l'avez, votre système fera attention à ça. Donc je vais quand même prendre la suite OpenOffice, puisque dans mon système il n'y a pas d'Office ni d'OpenOffice, donc je vais quand même la prendre. Au niveau antivirus, bon moi j'ai Microsoft Essential qui tourne, donc je ne prends pas. Au niveau des téléchargements, je n'ai pas besoin. Des stockages en ligne, pour le moment j'en ai pas besoin. De ces trucs là, j'en ai pas besoin. Les utilitaires. Alors ici, il n'y en a pas que j'ai vraiment besoin. Donc ici, dans la compression, on va prendre 7-zip. Sauf si vous en avez déjà un qui fonctionne bien. Mais bon, prenez quand même 7-zip parce qu'il fait des choses qui sont intéressantes. Dans Developer Tools, alors là, on va avoir besoin de certaines petites choses. FileZilla pour les transferts FTP futurs. Notepad++ qui va vraiment nous aider beaucoup. On peut prendre le WinCSP et on peut quand même prendre petit. Ensuite, bon, on aurait pu prendre Python, mais on verra peut-être sur une autre formation ce point de vue-là. Donc une fois que vous avez coché tout ce que vous avez besoin, vous cliquez, du moins tout ce que je vous ai demandé de cocher. Donc ça c'est important. Ça c'est important. Ça c'est optionnel. Ça c'est important tout ça. Et ça c'est important. Donc remarquez qu'ici on n'a pas Safari comme navigateur. Donc c'est un truc qu'on installera ultérieurement. Donc je clique sur Get Installer. Il me prépare un fichier en téléchargement. J'attends un petit peu et voilà. Il me télécharge mon fichier. Voilà, une fois que c'est fait, je peux fermer mon navigateur. Aller dans mon dossier de téléchargement et lancer l'installation. Alors moi ayant désactivé le contrôle du compte d'utilisateur, j'aurai pas plein de messages de confirmation entre temps, mais si vous en avez, vous dites toujours oui. Donc ici cette phase va prendre un certain temps, comme vous pouvez l'imaginer, vu qu'il va devoir installer tout ça. Donc à chaque fois il va le récupérer sur internet et il va l'installer. Je ne vais pas laisser la vidéo tourner pendant tout ce processus. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en pause. Et dès que le processus sera terminé,
je recommencerai la vidéo, je la redémarrerai. Donc au prochain redémarrage, vous verrez que tout est installé. Donc à tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le processus est terminé. Donc tout est ok, sauf le .NET qui a skipped. Donc en fait, il l'a échappé pour la bonne raison, c'est qu'il est déjà présent sur le système. Donc pour l'init bash, je peux le fermer. Alors ici, je vais télécharger deux petits logiciels qui ne sont pas là. Donc je retourne sur Google. Je tape ccli et c'est le premier, ccleaner. Alors je vais pas sur OneNet. Donc il y a quelques temps de ça, je vous aurais dit allez sur OneNet. Mais maintenant, voilà, j'y vais plus trop parce que il nous propose un downloader spécial OneNet et il nous met plein de conneries dans le PC. Donc, n'ayant pas envie d'avoir ces conneries, je vais sur le site de Piriform. Donc même là, je peux directement aller ici. Donc là, je demande depuis Piriform. Et là, vous voyez, le téléchargement se passe directement. Donc oui, je vais laisser se faire. Et le deuxième, c'est Safari, puisqu'on avait dit qu'il n'était pas installé. Donc je vais chercher Safari sur le site d'apple.com. Voilà. Donc on va en bas, je crois. Je sais plus trop où. On va remonter. Regardez là-haut. Alors je ne sais point. On va voir où part. Bon, on va le prendre chez comment ça marche. Voilà, donc on va télécharger la version. Donc ici je vais pouvoir exécuter ccleaner. Alors ici je vais mettre en français, tant que possible. Donc voilà, c'est parce qu'il a changé la langue suivante. Donc ici, par défaut, je laisse tout cocher. Et ici, je décoche les deux pour le moment. Donc là, je vais m'enlever sur ça, je vais me mettre sur Google. Il n'y a plus qu'à attendre pour Safari, qui finisse son téléchargement. En attendant, faire un petit peu de rangement au niveau de mon Windows. Alors, premièrement, le menu démarrer, je vous conseille d'effectuer quelques réglages. Donc de stocker les documents récemment ouverts, je vois pas l'utilité de les laisser cocher. Ensuite, ici je vous conseille de décocher programme nouvellement installé, LED qui ne sert jamais à rien. Par contre, je vous conseille de cocher commande exécuter, on en aura souvent, certainement beaucoup besoin. Documents, dossier personnel, oui, surtout dossier personnel, puisque de toute façon c'est lui qui regroupe tout. Dans dossier personnel, on a bien images, vidéo. Donc bon, pour ça que du coup images, jeux et tout ça, je les mets pas, comme musique je les mets pas. Favoris, c'est bien, mais c'est si on utilise Internet Explorer. Moi j'utilise Chrome la plupart du temps, donc je le coche pas. Ordinateur, oui, c'est utile.
Donc le panneau d'administration pour les outils, bon, ça c'est pas trop la peine de l'afficher, du moins pour le moment. Par la suite, peut-être qu'on l'activera. Le panneau de configuration, lui, c'est utile. Les programmes par défaut, non, c'est pas utile. Le réseau, ça peut être utile si chez vous avez des PC en réseau. Et téléchargement, c'est utile. Donc le fait que j'ai désactivé pas mal d'options ici dans la liste du menu démarrer, j'ai réduit. En fait, vu que j'ai 8 boutons d'actifs, j'ai mis ici 8. Voilà. Donc ça c'est la petite partie au menu démarrer. Donc ce qui peut produire un menu démarrer de ce style. L'utilisateur, les documents, le téléchargement, l'ordinateur, le réseau, le panneau de configuration, les périphériques et l'exécuter. Ensuite, si on regarde un petit peu le menu démarrer, c'est un peu le boxon. Alors le menu démarrer, il faut savoir qu'il se range à deux endroits. Donc si on fait un clic droit sur précédent ou tous les programmes quand c'est tous les programmes, on a la possibilité d'ouvrir. Ici, si on regarde en haut la barre d'adresse, si on clique là où il n'y a rien, on voit que ça se trouve dans C, User, Tutoriel, donc mon compte d'utilisateur actuel, appdata, Romani, Microsoft, etc. Et si à nouveau je prends le même truc, je fais un clic droit, ouvrir tous les utilisateurs, je vois qu'ici j'ai un chemin, à nouveau je vais le regarder, et ici on voit c'est Programme Data, Microsoft, Windows, Start Menu. Donc en fait, tout ce qui se trouve dans ces programmes data, c'est pour tout le monde, comme il nous le dit, tous les utilisateurs, alors que ici dans ces users et le nom de l'utilisateur, tout ce qui est là-dedans, c'est uniquement cet utilisateur qui peut voir. Si vous avez plusieurs utilisateurs et que les choses que vous faites, vous voulez pas qu'ils les voient, dans ces cas-là, vous le rangez bien ici dans cet endroit-là, hein, qui est ouvrir tout seul. D'accord? Par contre, si vous êtes le seul utilisateur et que plus tard vous prévoyez peut-être de faire un autre compte, si vous voulez faire des tutoriels, pour pas que les gens voient ce qu'il y a sur votre compte personnel réellement, par exemple, vous pouvez avoir envie de récupérer tous les logiciels que vous utilisez personnellement. Ou tout simplement parce que vous avez envie que votre frère puisse utiliser les logiciels après. Vu qu'il sera sur son propre compte, une propre session, les programmes s'arrangent pour configurer en fonction de l'utilisateur, quoi. Donc c'est pour ça que moi généralement je déplace tout au même endroit. Faut pas me chambouler pour le rangement du menu démarrer. Donc ici tout ce qui est dans ma session à moi, donc ouvrir tout seul, je vais dans le programme et je prends tout. Je vais tout couper. Et je ferme. Ici ces deux trucs là, bon j'en ai pas besoin parce que le programme par défaut ça me sert à rien et Windows Update de toute façon il se met à jour tout seul. Donc je les enlève et dans ce dossier programme je viens coller tout ce que j'ai coupé de l'autre côté. Voilà, donc ça me donne un petit peu ce foutoir. Ici je vais en profiter pour déclencher Safari tout de suite. Comme ça il sera installé. Donc oui j'accepte. Les raccourcis sur le bureau, oui vite fait. Faire Safari de navigateur, non. Installer bonjour permet de détecter les périphériques partagés sur votre réseau, bon si tu veux. Mettre à jour automatiquement, oui si tu veux. On peut faire celui-là. Donc là Google je peux le fermer, hein, mais c'est fait. J'attends qu'il se finisse parce que je vais aller vite. Hein. Presque vite. Bon. Ah, on est reparti.
Voilà, donc c'est fini. Donc je vais pas lancer Safari, hein, j'ai pas envie. Alors ici, le premier truc que je vais faire, je vais agrandir la fenêtre. Je vais créer des dossiers, de sorte à organiser un petit peu tout ça. Donc le premier gros dossier que je vais créer, je vais l'appeler Windows. Et là-dedans, je vais mettre tous les trucs à Windows, comme l'outil d'administration, la maintenance, les accessoires, ici, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? La télécopie, la visionneuse. Voilà. Donc ça, je trouve ça dans Windows. Ensuite, je vais me créer un petit dossier spécifique qui n'a rien à voir en gros avec les programmes que j'utilise, qui sera multimédia. Un autre qui va s'appeler logiciel. Et un que je vais appeler outils. Dev, pour développement. Voilà. Limite, je peux en créer un vite fait, Internet. Et je vais commencer à faire un peu de rangement. Donc il faut savoir déjà que sur le bureau, hein, chaque programme qui vient de s'installer récemment a mis un raccourci sur le bureau. Donc ici, je vais déplacer pour l'instant les programmes ici, sur le bureau, pour ceux qui n'y sont pas déjà. Et ceux qui y sont, bah, je les supprimerai d'ici de la liste là, j'ai pas besoin d'avoir deux fois la liste. En attendant, je vais ranger pour l'instant des trucs dans multimédia comme ça, ça, et la création de DVD Windows. Voilà, ça c'est réglé. Ensuite, dans le logiciel, je vais pouvoir mettre les gadgets du bureau. Comme ça aussi c'est réglé. Donc là, cette zip, je vois que le manager n'existe pas sur le bureau, donc je vais créer un lien sur le bureau. Ensuite, CCleaner, il existe. FileZilla, il existe. Chrome, il n'est pas là, donc je vais créer un lien. Voilà. Jeu, je peux mettre ça dans multimédia, parce que j'en ai pas besoin. Silverlight, alors là ça va servir à rien, donc je laisse tranquille. Notepad++, il est là. OpenOffice, il est là, mais bon, ça je vais le renommer en bureautique. Parce que c'est toute une suite bureautique, hein. Dedans il y a tous les trucs. Et du coup là, OpenOffice, je m'en servirai pas. Ensuite, Notepad, donc VirtualBox, bah, ça on s'en occupe pas. Petit, il est là. Et WinCSP, il est ici. Donc là, je vais enlever tous les dossiers qui ne me servent à rien finalement. Donc WinCSC, Petit, Oracle, Notepad, Silverlight, Chrome, FileZilla, CCleaner et SetZip. Ça, je peux les enlever. Ensuite, sur le bureau, vu que j'ai pas d'Internet Explorer, donc je vais le mettre sur le bureau. Là, j'ai la deuxième version d'Internet. Ensuite, Essentiel n'est pas sur le bureau. Reader y est, ça, on s'en fout. Mozilla, ça y est. Opera, ça y est. Safari, ça y est. Donc, tout ça, on peut enlever. Voilà. Donc, ça organise un petit peu. Alors là, je vais prendre que les navigateurs avec la touche CTRL enfoncée. Voilà. Ça, je vais copier. Et je vais le coller dans Internet.
Donc dans Internet, généralement, je mets les navigateurs et les outils relatifs à la sécurité. Comme essentiel, là, vous voyez, je le déplace parce que je vais garder une copie des icônes ici sur mon bureau spécifique. Et je vais mettre CC Cleaner parce que c'est un outil d'administration. Bon, non, je mets pas CC Cleaner. Ensuite, dans logiciel, alors oui, dans Windows, on va ranger un petit peu. Dans accessoires, on va tout sortir. Enfin, moi, je sors tout. Je colle tout ici. Et ce qui est accessoire, je le supprime. Parce qu'il n'y a plus rien dedans. Ensuite, tout ce qui est dans PowerShell, je l'enlève et je le mets dans outils système. Voilà. Ici, la commande et le exécuter, donc run, je le coupe avec CTRL X et je le mets dans outils système aussi. Voilà. Tablette PC, pareil, je mets ça dans outils système. Voilà. Donc ici, outils système, tablette PC et PowerShell, je peux supprimer. Ensuite, l'ops, là, CTRL Z. J'ai fait une erreur, outils système, j'en ai besoin. Tablette PC, Windows, PowerShell, je supprime. Le reste, je le garde pour outils système. Et ici, je vais renommer option d'ergonomie par assistant. Voilà. Oups. Je vais faire comme c'est écrit. Donc, voilà. Tout ce qu'il y a dans maintenance, je le coupe et je le mets dans assistant. Ensuite, ici, je vais couper tout ce qui est logiciel. Donc, calculatrice, notepad, outil de capture, paint, WordPad. Voilà, donc ça, c'est ce que je considère comme logiciel. Limite, je peux prendre le pense-bête aussi. Donc ça, je fais un petit CTRL X, je retourne en arrière et je mets tout ça dans logiciel. Voilà. À nouveau, toujours dans Windows. Tout ce qui me reste, je le prends, je le mets dans l'assistant. Et je supprime le dossier de maintenance. Voilà, côté Windows, j'ai fait mon petit rangement. Côté multimédia, j'ai rien à rajouter. Côté bureautique, bon, bah ça c'est tout de suite rangé. Donc là, je vais ajouter dans le logiciel le reader. Je vais ajouter on va dire une copie de Notepad++, et je vais ajouter cette zip. Voilà. Enfin, ce qui me reste dans outils de dev, ici je vais pouvoir remettre tout. Voilà. Et ici je vais organiser mon dossier outils de dev. Premièrement, je vais dire navigateur. Voilà. Et un truc que j'appellerai éditeur. Un truc que je vais appeler client. Et pour le moment, je vais arrêter ici. Donc, pour les navigateurs, bon, voilà, c'est pas très compliqué. On reprend tous nos navigateurs et les redéplace de navigateur. Vous comprendrez pourquoi je fais ça par la suite. Dans éditeur, on n'a que Notepad++. Dans client, on a FileZilla, petit, min, CSP. Non,
vraiment dans le navigateur, j'ai dû oublier Opera en chemin. Et bon, c'est vrai qu'ici, ça va pas trop me servir au développement, mais je vais le laisser, je vais appeler ça les outils. Je vais mettre les deux dans les outils. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là au juste? Ranger le menu démarrer en fait. Donc, si je regarde dans le menu tous les programmes, vous voyez que tout est rangé. J'ai accès directement au programme. Dans Internet, j'ai tous mes navigateurs. Dans logiciel, je retrouve les logiciels les plus utilisés. Multimédia. Mes outils de développement. Et le dossier Windows. Voilà. Souvent ça arrive, ça. C'est qu'il ne fasse plus voir les choses. Une autre chose qui peut arriver, c'est quand on fait un clic droit ici gérer, des fois ça marche plus. Bon bah dans ces cas-là, vous remettez le dossier Windows dans le dossier pour tout le monde. Ce qui évite dans le dossier d'utilisateur. Donc comment on peut faire ça? Bah, on ouvre tous les utilisateurs premièrement. Je prends le dossier Windows, je le copie, je viens sur le menu, j'ouvre tout seul l'utilisateur, je vais dans Programme et je rajoute le dossier Windows. Voilà. Le fait de faire ça, on retrouve tous les dossiers dans Windows. Voilà. Donc ça c'est le petit truc. Des fois vous verrez aussi Windows il va recréer des dossiers. N'hésitez pas à les supprimer puisque vous savez que tout est là-dedans en fait. Donc pour cette première partie c'est ok. Alors maintenant pour avoir nos outils de développement, de façon à ce que ce soit plus pratique, on va se créer une petite barre d'accès rapide. Voilà, vous allez voir. Donc outils de dev là, on sait qu'il se trouve dans tout le monde. Donc clic droit, ouvrir tous les utilisateurs. Ensuite, outil de dev, il est bien localisé ici, donc jusque là, pas de souci. Donc en bas, dans la barre du menu démarrer, dans la barre des tâches, on fait un clic droit, une barre d'outils, et je vais ajouter une nouvelle barre d'outils. Au passage, si vous n'avez pas envie de vous chambouler avec la barre des langues, vous pouvez désactiver cette barre des langues. Comme ça, ça vous évite des fois de retrouver en anglais quoi. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle barre d'outils. Et là, il va me demander d'aller chercher un dossier. Ici, je vais copier l'adresse en haut. Et je vais venir la coller ici. Et je demande d'aller chercher. Et du coup, il me remet dans le dossier que je vais trouver ici. Ici, je vais sélectionner mon outil de dev comme dossier par défaut. Je le sélectionne. Et vous voyez que j'ai une nouvelle barre d'outils, ici, outils de dev, dans lequel j'ai mes raccourcis rapidement vers les programmes que je vais utiliser assez fréquemment. Vous verrez qu'ici on va améliorer la chose, voire même personnaliser plus cet aspect. Donc maintenant on va passer à une autre partie qui est la préparation cette fois-ci de l'environnement pour les serveurs. Car là on vient de préparer un peu le système. Maintenant il va falloir y ajouter des serveurs pour pouvoir mettre nos pages web par la suite. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans le monde des serveurs web, il en existe bon pas mal, mais surtout deux principaux. L'un étant réalisé par Windows. Il est présent dans tous les systèmes de Windows, hein. C'est juste qu'il n'est pas activé. Et l'autre étant un serveur web qui s'appelle Apache, qui est du monde Linux à la base, mais qui est open source, donc libre d'accès pour tout le monde,
Windows, il faut un Windows quoi. Donc nous allons voir dans un premier temps 2IS, donc c'est le serveur de Windows, le serveur web de Windows qui s'appelle comme ça. Donc pour pouvoir mettre ce serveur web 2IS en fonction, il va falloir activer quelques fonctionnalités de Windows. Donc premièrement, nous allons aller dans le menu démarrer, puis dans panneau de configuration, dans programme, dans programme et fonctionnalités, et ici on va activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows. Donc là il va rechercher les fonctionnalités présentes dans Windows. Celles qui ont une case cochée, c'est qu'elles sont activées. Celles qui n'ont pas de case cochée, c'est qu'elles ne sont pas activées. Pas très compliqué. Alors par contre, évitez de faire joujou avec les cases, parce que vous pouvez avoir de gros problèmes. Désactiver des fonctionnalités si vous savez que c'est vous qui l'avez activé et que vous ne voulez plus l'activer. Maintenant, vous amusez pas à désactiver toutes les fonctionnalités là-dedans, parce que vous allez au-delà de gros problèmes. Donc, par exemple, là, je pourrais vous dire, peut-être que je vais m'avancer dans des problèmes, je ne sais pas, mais la plateforme de gadgets, hein, c'est-à-dire ici les gadgets, franchement, ça ne sert à rien. Donc, autant économiser de l'espace, je vais la désactiver. Ensuite, les jeux. Bon, les jeux, voilà, c'est toute la série de jeux qu'ils nous proposent. Ici, on n'est pas là pour jouer, donc je les enlève. Donc, Internet Explorer, surtout, laissez-le cocher, parce que ça fait partie de Windows et il faut pas le désactiver. Alors, après, on a des clients pour faire du Telnet ou du TFTP. On a un écouteur sur le RIP. On a des choses activées ici, donc ça, on n'y touche pas. Ici, c'est pour les fichiers TIFF, s'il veut faire l'indexation. Donc, j'y touche pas. Ici, je vois un composant pour le serveur web internet 2IS. Donc ça, je le coche. Au niveau du .NET, alors là, s'il y a ça, ça veut dire qu'il a quelques trucs de cocher, mais pas tout. Donc là, actuellement, vu que c'est de la communication HTTP mais Foundation, pour l'instant, je vais pas y toucher. Ensuite, si on descend, voilà, on a service internet 2IS. Donc si on déplie tout ça, on a les outils d'administration web, le serveur en lui-même et un serveur FTP. Donc on va cocher tout, on va tout installer. Donc ici vous voyez je peux pas, parce qu'en fait il y a encore des sous-rubriques. Donc il faut que je regarde à l'intérieur de ces rubriques. Donc là si je regarde dans sécurité, j'ai tout type d'authentification. Je vais tout cocher. Donc vous voyez si je coche, il me demande que ça. Donc je peux en autoriser moi-même si j'en ai envie. Et du coup, tout est coché. Les fonctionnalités HTTP communes. Donc ça c'est ce qu'ils ont tous entre eux. Donc la redirection, on peut l'activer, le WebDAV, l'exploration, les erreurs, le document par défaut. Et voilà, comme ça tout est activé. Donc les fonctionnalités de performance maintenant. Donc on peut activer le tout. Donc là on peut pas, donc on coche les deux. Ensuite les fonctionnalités de développement d'application. Donc si on veut développer. Alors je conseille de cocher. Plus il y a de fonctionnalités, mieux c'est. Par la suite on n'a pas besoin de revenir ici et les activer au besoin, quoi. Si avec le temps on s'en rend compte que certaines on n'en a pas besoin, par contre on peut venir les désactiver de sorte à soulager le système s'il commence à devenir trop encombré. Donc ici c'est pour voir un petit peu ce qui s'y passe au niveau du serveur, s'il y a des soucis. Donc on peut activer un petit peu tout ça, ça nous donnera des petites traces. Donc le serveur FTP, lui aussi on peut l'activer. Et les outils d'administration.
Donc la compatibilité avec la gestion de IS6. Bon, c'est juste pour avoir une compatibilité entre ces services-là. Sachant que nous, on va utiliser le dernier, donc on va garder juste le service de gestion de ZIS, les scripts et la console principale. Voilà pour ce qui est service Internet de ZIS. Nous allons appliquer tout ceci en validant par OK. Après un petit temps de configuration de Windows, nous serons l'heureux propriétaire d'un Windows Server 2IS pour nos sites web. Alors, il faut savoir que dans le monde web, plus on va dire sur le domaine du web, quand même, c'est du Apache qu'on retrouve pratiquement partout. Par contre, plus du domaine entreprise, on retrouvera certainement un peu plus de 2IS à l'intérieur de quoi, qui fonctionnera pour les sites intranet par exemple. Donc là, vu que la vidéo commence à faire un petit peu de moment, ça fait déjà 40 minutes d'enregistrement, donc je pense que dans cette première partie, on va voir un petit peu tout ce qui va tourner autour de 2IS. Dans le prochain tutoriel, on verra Apache. Donc pour Apache, c'est pareil, vous verrez, on a plusieurs méthodes pour l'installer. Donc je vous en ferai voir, allez, disons 3. Une où on installera tout un à un. Une où on utilisera un logiciel qui installera un petit peu tout en même temps. Et une dernière qui installera un autre logiciel qui fera exactement la même chose en fait. Mais ça sera pour vous donner une idée de comparatif. Ce qu'on fera, c'est que dans chacune de ces installations, je vous ferai voir un petit peu les fichiers de configuration principaux. Ensuite, voilà, après ça sera à vous, après ce tutoriel, de décider sur quelle plateforme vous partirez. Moi, personnellement, pour l'instant, je ne sais pas sur laquelle on partira. Mais certainement sur une faite à la main, je pense bien. Bon, on verra en fait. On verra. Donc ça devrait plus tarder à se terminer ce processus. Il faut savoir que 2IS n'est pas réputé pour être facile non plus. Donc voilà, donc je vais devoir redémarrer l'ordinateur. Donc je fais redémarrer l'ordinateur et je reprends la vidéo juste après le redémarrage. Donc voilà, après une petite phase de configuration de fonctionnalité, après redémarrage, l'ordinateur est à nouveau ouvert. Je vois qu'au passage Opera m'a créé un petit bouton, je vais le détacher, j'en ai pas besoin vraiment. Donc du coup dans notre menu démarrer, il nous a ajouté un administrative tool avec le gestionnaire de services internet de ZIS que nous allons ouvrir.
Donc voilà, nous voilà devant notre serveur, du moins notre gestionnaire de serveur. Donc je vais pas faire ma fiche de langue en haut. Donc je vais le réduire. Bon. Du coup, ici, on est dans la configuration du serveur localhost, comme on dit. Et dans ce localhost, nous allons y trouver tous nos sites. Donc, par défaut, on a un site web qui est démarré sur une liaison HTTP qui est sur le port 80. Et on voit que l'accès à ce serveur se trouve ici à System Drive, InetPub, wroot. Dans votre ordinateur, System Drive veut dire la lettre du lecteur de votre système. Donc ici on voit mon système, c'est la lettre C. Si je regarde dedans, je viens à un dossier InetPub et de ça un dossier wroot. Et ici j'ai une page web Chrome de démarrage. Pour pouvoir voir ce qui se passe sur le site, en cliquant sur le site, on peut parcourir le web HTTP 80. En cliquant dessus, cela nous ouvre notre navigateur internet et nous faisant voir notre page de démarrage de notre site. Pour changer cette page, il suffit de supprimer le contenu de ce dossier. Vous pouvez actualiser votre navigateur et vous vous trouverez devant une erreur. Ce qui est normal puisque le serveur web est configuré pour ne pas afficher le contenu du répertoire. Et comme il n'y a pas de fichier à afficher et comme il est vide, donc vous avez cette erreur. On peut, dans ce répertoire, créer un nouveau fichier document texte. Nous allons l'appeler index. Puis d'un clic droit dessus, nous allons l'éditer avec Notepad++. Et dedans, on va écrire un hello serveur IIS. Ce fichier index.txt, on va l'enregistrer sous et on va changer le format, le type, pour mettre HTML. On enregistre. Dans notre dossier, on peut supprimer le document texte. De nouveau, dans notre navigateur, on peut actualiser. Et on voit bien qu'on a notre Hello Server IIS. Par contre, par défaut, je vais ici écrire un code de type PHP. Donc pour ça, je l'entoure de balises PHP. Ce code va juste faire un echo voulant dire afficher ce message qui est entre les lignes. Ce fichier, je vais l'enregistrer sous format PHP hypertexte, toujours au nom d'index. J'enregistre. Dans le dossier, j'enlève mon index. Je lis. Dans mon navigateur, j'actualise. Ici, j'ai une erreur. En fait,
le serveur 2IS, par défaut, il ne connaît pas le langage PHP. Bon, c'est possible de lui ajouter, mais c'est pas dans sa nature. Donc ça, peut-être que dans un tutoriel je vous expliquerai comment faire, mais là c'était juste vous faire voir votre serveur 2IS, mais de toute façon c'est pas lui que je vais utiliser. Dans les prochains tutoriels, c'est juste pour vous faire découvrir que celui-ci existe. Alors, imaginons que ici je vais juste faire un CTRL Z pour revenir en arrière, ce qui va me redonner mon fichier d'index. Je vais à nouveau supprimer mon index PHP, et ici je vais réactualiser pour voir que ça marche bien. Donc ici vous voyez, j'accède à la page sans aucune authentification. Je pourrais changer cette chose. Dans site, dans le défaut web site, ici au niveau de l'authentification, soit je le fais au niveau du site général, ou soit des sous-dossiers, s'il y en avait, là il n'y en a pas, donc je peux le faire qu'au niveau du site. Dans authentification, je pourrais demander ici qu'il y ait une authentification de Windows. En activant, je vais désactiver l'accès anonyme. Comme ça, on est obligé de se connecter si on veut afficher les pages web du serveur. Essayons. Actualisons. Effectivement, il me demande un nom d'utilisateur. Mais je vois encore la page. En fait, si on voit la page, c'est parce qu'on était dessus. Sinon, voilà ce qu'on verrait en réalité. On devrait se connecter tout de suite. Si je rentre le nom d'utilisateur qui existe dans l'ordinateur, qui fait partie de Windows, avec son mot de passe, alors je suis autorisé à accéder à la page. Voilà comment on peut protéger l'accès au serveur, par exemple. Il y avait le service du serveur FTP aussi. Donc là, il n'est pas ici. Mais on pourrait ajouter une publication FTP. Donc par défaut, le FTP est sur le port 21. Là, on démarre automatiquement le site. Et est-ce qu'on veut une certification SSL? Non. On va laisser tout simple pour le moment. On fait suivant. Qui on autorise? Anonyme ou de base? Et sur quel accès on autorise tous les utilisateurs, seulement ceux que je définis, seulement les anonymes? Au moment, on va mettre tout. Et quelle autorisation on leur donne? Lecture, écriture, ou juste une des deux. Je termine. Voilà, il me dit que le FTP il est configuré. On va tester si ce FTP fonctionne. Donc c'est vrai que je pourrais dans mon menu démarrer, mais j'ai mon petit raccourci. Donc outil de développement, dans client, je prends FileZilla. FileZilla, je vous rappelle, étant un client pour se connecter en FTP. L'hôte, nous avons vu que l'adresse dans le serveur c'était localhost dans l'adresse. Donc je vais donner localhost. Je vais pas mettre d'identifiant ni de mot de passe, je vais juste dire le port, comme il m'indiquait, c'était 21. Et me connecter, voir ce qui s'y passe. Effectivement, j'accède bien là où il y a ma page HTML. Mais si j'essaie d'aller plus loin, il veut pas. Je suis confiné à ce site. Ici, j'ai pu m'y connecter sans m'authentifier. Pour la bonne raison, parce que c'est ce que je lui ai dit de faire. Donc si je retourne au niveau du FTP, ça doit être quelque part par ici, ou plus haut. Je vais demander d'actualiser un petit peu ça. Donc au niveau de l'authentification FTP, donc là pour le moment on en a deux. Ici je ne vois pas. Alors j'écris quelque part.
Quelque part, mais où? Là, je crois que c'est sur site uniquement. Voilà. Ici, on va certainement avoir les paramètres, définir les valeurs par défaut des sites FTP, gérer les sites FTP, paramètres avancés. Donc, je vais gérer les paramètres du site FTP. Et ici, on voit, bon, bah, il y a le chemin vers le site. Le comportement au niveau des connexions, ça c'est le comportement par défaut. Au niveau de la gestion des fichiers, on a un accès en lecture, écriture, non. On n'autorise pas le remplacement et on conserve le téléchargement partiel. Donc là, je vois rien qui me permet l'authentification. Donc c'est pas très grave, dans ces cas-là, on fait supprimer la publication. Ça va pas changer grand-chose. À nouveau, je vais actualiser, je vais me mettre ailleurs. Je vais rajouter une publication. Donc je laisse toujours 21, toujours pas de SSL. Là, l'authentification, je demande de base. Je pourrais sélectionner des utilisateurs définis en disant seul, par exemple, tutoriel aurait accès, et pour avoir accès seulement en lecture. C'est-à-dire il ne pourrait pas modifier le fichier. Je termine. Il a créé l'accès FTP. Ici, vous voyez, j'ai été déconnecté du serveur. D'accord? Donc ici, je déconnecte complètement. Et je recommence. Disons que je vais essayer de m'authentifier anonymement. 21, je me connecte. Il me dit erreur critique. Je vais donner mon identifiant, tutoriel, mon mot de passe, et indiquer toujours le port 21. Là, il me demande s'il veut se souvenir du mot de passe ou pas. Bon, je vais lui dire que non. Et vous voyez, je suis bien connecté en FTP. Rappelez-vous, j'avais donné des droits sur ce fichier, particulièrement. En d'autres termes, normalement, j'ai pas le droit de le supprimer, ni de le renommer. Je vais essayer de le supprimer. Malheureusement, j'ai réussi. Je vais actualiser. Oui, j'ai vraiment réussi. Donc, vu qu'en même temps, je suis le compte administrateur sur le système, j'ai eu le droit de le faire. Donc, je vais annuler. Ah, là, je peux pas. Ah, tant pis. Je vais dire HTML. Ça avec Notepad. Ah. Je vais juste enlever ceci. Voilà. Là, je vais créer un petit fichier HTML. Actualiser. Donc là, c'était un mauvais exemple sur ce coup-là. Bon, il fallait créer un autre compte utilisateur qui n'ait pas de droit spécifique sur le dossier racine. C'est parce que j'ai tous les droits apparemment sur ce dossier, donc j'ai pu le supprimer. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de 2IS. Alors c'est sûr, je pourrais aller beaucoup plus loin dans 2IS, hein, il y a plein de choses à voir. Mais c'était juste pour vous faire découvrir un petit peu voilà, comment il fonctionne. Si on veut créer des sites, hein, ben on se met sur site normalement. Si je ne me trompe pas, et normalement on se met sur site, on fait ajouter un site web, on va nous demander un nom, où est-ce que le dossier de ce site se trouve, comment on s'y connecte, est-ce qu'il a un nom public, et il n'aura plus qu'à démarrer le site. Voilà. Donc pour supprimer tout ça, un nouveau panneau de configuration, donc on peut quitter le gestionnaire. Je vais quitter tout ce que j'ai fait derrière. Et dans Programme, je vais activer ou désactiver les fonctionnalités. Donc c'est soit vous faites la vidéo, vous avez regardé en même temps que moi, et fait en même temps que moi, et du coup vous avez installé 2IS,
Donc soit vous le gardez, mais là il faudra patienter pour avoir un tutoriel qui vous expliquera pour la suite des étapes, puisque je vais beaucoup utiliser PHP et MySQL par la suite. Donc voilà, il y a cette étape que vous n'aurez pas, ou vous pourrez pas faire, du moins, tout de suite. Si vous avez donc installé 2IS et vous continuez à vouloir suivre les tutoriels qui vont suivre dans cette suite là, je vous conseille vivement de désinstaller ce qu'on vient d'installer ici, surtout au niveau de 2IS uniquement. Donc, je désinstalle ici les services 2IS, j'enlève tout ce qui est dans service internet 2IS, je contrôle bien que tout est décoché, et je peux valider par OK. À nouveau, il va passer par un processus un petit peu long pour enlever tout ça, il va redémarrer, et je vous reprendrai après tout ce long chemin, mais pour cela ce sera sur une autre vidéo. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, dans laquelle on entrera un petit peu plus dans le vif du sujet cette fois-ci, où là on va vraiment voir la configuration du serveur web Apache. Donc c'est pareil, je vous conseille au début de regarder les installations que je vais faire, puisque je vais faire 3 installations différentes au début. Je vais juste vous faire voir où se trouvent les fichiers de configuration, mais on n'ira pas trop y farfouiller dedans, hein, c'est juste pour vous faire voir où ils sont. Et puisqu'à chaque fois que je vais faire une nouvelle installation, je vais désinstaller la précédente. Donc à chaque fois que, voilà, à la fin je désinstallerai le tout, et j'installerai la version que j'aurais décidé d'installer. Et je vous dirai éventuellement le choix pourquoi j'ai pris celle-ci, par rapport à une autre, puisqu'on aura fait un petit peu le tour de tous les solutions, et on verra celle qui sera peut-être la plus adaptée. Donc je vous dis au prochain tutoriel, et à bientôt. Bye.